C'est en compagnie d'un groupe de touristes venus de France qui ont choisi de voyager autrement que nous embarquons pour un voyage solidaire à travers le Bénin, pays d'Afrique occidentale. Bienvenue à bord du train d'ébène. Le train d'ébène, c'est de vieux wagons qui datent de 1920, voilà, aménagés pour le plaisir des touristes. Alors c'est un train qui va passer vraiment par les campagnes pour que vous découvriez vraiment le Bénin original et non seulement les grosses villes. Alors tout au long du chemin, vous allez traverser des villages, vous verrez combien de fois la population est accueillante, vous verrez comment les enfants viendront vous accueillir aussi. Et nous allons traverser aussi du bois, des forêts, jusqu'à Dassa aujourd'hui. Après l'atterrissage à Cotonou, capitale économique du pays, c'est le début du périple à travers tout le Bénin. Du sud vers le nord, puis retour au sud. 1300 km à parcourir, d'abord en train, puis en minibus. Et sur la carte, nous allons voir un peu notre itinéraire avec le train. Nous avons quitté Cotonou, quelque part en bas ici, vous voyez. Et nous avons pris le train à Pao, ici. Tout à l'heure, nous allons continuer jusqu'à Dassa, où nous allons passer la nuit. Demain, nous allons reprendre le train et continuer jusqu'à Paracourt. Oui. C'est ici que nous allons laisser le train et continuer en bus et le parc de la Pendjari, ici. Oui. Et après, nous allons commencer par redescendre à Titengu, Djougou, jusqu'à Abomey. Et on va descendre par l'ouest, donc? Oui, par l'ouest. Donc nous aurons le temps d'apprécier un peu le nord-est du Bénin et le nord-ouest. Super. Il y a 50 ans, nous étions mariés, moi, avec une troisième jeune fille. Nous avons eu nos 20 ans là-bas, enseignante au Dahomey. Et voyant arriver l'anniversaire des 50 ans de cette année-là et nos 70 ans, j'ai eu envie de retourner et de découvrir, en fait, le Bénin que je ne connais pas, puisque je ne connais que le Dahomey. Ainsi commence ce voyage, qui est un retour aux sources pour Monette et Marie-Françoise. Un retour au Dahomey, devenu République du Bénin en 1975. À bord du petit train d'ébène, vestige du passé colonial, nous partons pour 3 jours sur la voie ferrée construite par les Français qui ont occupé le pays jusqu'à son indépendance en 1960. Ce train de voyageurs est réservé aux touristes et constitué de 2 wagons construits dans les années 30. Le Bénin est un véritable paradis pour les amoureux de l'Afrique, épargné par les troubles qui secouent nombre de ses voisins. C'est le Bénin d'aujourd'hui, riche de son passé et fier de son patrimoine culturel et naturel, que nous vous invitons à découvrir. Alors que le train s'arrête à la gare d'Alada pour attendre le passage du seul train de marchandises traversant le pays et faire une petite inspection du moteur, les voyageurs profitent de cette première halte pour faire le tour du marché. C'est un marché à ciel ouvert, comme la plupart des marchés du pays. Nos voyageuses en profitent. Je connaissais un peu puisque je suis venu il y a très longtemps, j'avais 12 ans, donc ça fait un certain temps. On a commencé par Cotonou, où la ville a quand même beaucoup changé, a été beaucoup construite par rapport à ce que j'ai connu. Maintenant, le voyage par le train, ça je ne connaissais pas du tout, je ne me souvenais même pas qu'il existait. Moi je suis une inconditionnelle de l'Afrique parce que c'est toujours un pays où j'aurais aimé vivre et habiter. Donc je suis enchantée d'être là. Et le train, je trouve ça génial, c'est une découverte du pays qui est tout à fait extraordinaire. Puis là, rien que le fait de s'arrêter en plein au milieu d'un marché et de voir ce que tous les touristes ne voient pas en fin de compte, c'est vraiment... Le début du voyage est génial. Sur le marché, on peut trouver essentiellement des fruits et des légumes. Bananes, tomates, oignons rouges, ignames, manioc. Au Bénin, la moitié de la population vit de l'agriculture. Après plus d'1 heure d'attente, le train de marchandises passe enfin. Tandis que nos voyageurs discutent à l'arrière du wagon, le train d'ébène reprend tranquillement sa route vers le nord.
À bord du train, nos voyageurs profitent du confort de leur wagon. Le déjeuner a été concocté pendant le trajet par Jean-Paul, notre barman et cuisinier. Il prépare chaque repas pris dans le train et assure le service. Au menu, poisson grillé, riz et sauce tomate. Tout le monde se régale. C'est une sauce tomate. Merci. Après le déjeuner, le train redémarre en direction du nord-ouest du pays. L'unique voie de chemin de fer, encore en activité aujourd'hui, ne sert qu'au transport de marchandises. Exception faite pour notre train d'ébène. Il traverse tout le Bénin, passant au milieu des villes et à travers la campagne. Le voyage n'est pas de tout repos à cause des secousses et de la chaleur. En ce mois de février, en pleine saison sèche, elle est accablante. Il fait jusqu'à 35 degrés l'après-midi. C'est en gare de Dassa que se termine cette première partie du voyage à bord du train d'ébène. Nos voyageurs en descendent fatigués, mais conquis. C'était Très, super. très, très Ah ouais. intéressant. Très C'est une chouette. manière de voyager Ouais, qui c'est vraiment Ah oui, très- ça m'a beaucoup plu. Bouger un petit par Fatigant, moment. un peu poussiéreux, un Ah, peu oui. tout ça. Mais en bon, fait, ça s'en fait partie fiche. du charme. Oui. L'Afrique sans poussière, ça n'existe pas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de douche ce soir. Ça, ce serait de mauvaise nouvelle, parce qu'on est crade. À Dassazoumé, le soleil se couche sous un ciel voilé par la poussière ocre que soulève l'harmattan. Ce vent qui souffle du Sahel la moitié de l'année. C'est au lever du jour que Stanislas emmène le groupe dans les collines de Dassa, dans un village où se pratique le culte fétichiste, l'autre nom du culte vaudou. Dans ces collines qui servaient jadis d'abri aux populations maïs des alentours, pendant les rafles organisées pour le commerce d'esclaves, les habitants vivent chichement. Beaucoup n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'eau à disposition. La montée est un peu rude, mais le groupe progresse tranquillement vers le village des féticheurs. En fait, ce que nous voyons, c'est l'autel d'une divinité. Ce que vous voyez là-dessus, ce qui est en rouge, c'est des sacrifices. De l'huile rouge qui, avec le temps, devient blanc, comme vous voyez sur le mur. Les vases aussi, c'est des vases de rituel qui reçoivent les offrandes à la divinité. Alors le temple même est ce que nous voyons devant. Alors voyez un peu les trous que vous voyez sur les collines. C'est pas naturel. On se dit, mais qu'est-ce qui a pu creuser les trous comme ça? L'histoire dit qu'un jour, les guerriers d'Abomey ont pu vaincre la population d'ici. Ils ont gagné une bataille, et là ils ont déporté la population en esclavage. Et le roi était absent. À son retour, il s'était fâché, c'est ce que dit l'histoire. Et il marchait sur les collines, très fâché au point où ses pieds enfonçaient les collines. Mais la réalité, c'est des meules à écraser que vous voyez comme ça. Après cette visite à Dassa, le groupe remonte dans le train d'ébène en direction du nord et ses parcs animaliers. Tandis que le chef de gare s'occupe de l'aiguillage, les voyageurs s'installent confortablement dans leur wagon. Le train d'ébène, avec son wagon cuisine et son wagon-bar, leur est réservé pour cette première partie du séjour. Chacun se remet de l'ascension de cette matinée passée sur les collines de Dassa, au cœur de la culture vaudou. Partout où il fait escale, les enfants curieux et souriants accourent pour voir les Yovo. Surnom donné aux Blancs, déformation du mot allemand Yavol, entendu chez les colons allemands. L'accueil béninois est toujours chaleureux, mais les adieux le sont également. Au fil de la voie ferrée, nous quittons les paysages verdoyants du sud du Bénin pour les montagnes semi-arides et la savane du nord. L'arrivée en gare de Parakou sonne la fin du voyage à bord du train d'ébène. Au terme de cette première partie du voyage, tous sont ravis.
magnifique ce voyage. Très très beau voyage. Fatigant, Fatigant pour le poussiéreux, venteux, mais génial. Tout le négatif. Mais génial, Alors j'ai qu'on dit. voit tous les arcades, C'est génial comme- les villages, les petits-enfants qui accourent, les enfants qui courent derrière nous. Tu me laisses pas terminer. Mais c'est pas possible. Alors vas-y, Je ne dirai termine. plus rien. Je fais ma tête à couche. Non, c'est Résumé du en voyage. plus c'est très très sympa au niveau de l'accueil, au niveau des explications, n'est-ce pas? Et manger tous ensemble. Et puis Jean-Paul avec son repas et son bar ouvert à toute heure. Toujours souriant en plus. Voilà, Ça a répondu à Non. toutes mes attentes. c'est très sympa. Et pourtant, j'en attendais beaucoup. Ça y est, j'ai fini. Le lendemain, nos voyageurs prennent la route à bord d'un minibus en direction de Djougou, au nord-est du Bénin. Conduit par Paul, le chauffeur qui accompagnera le groupe pour le reste du séjour, nous suivons la route parfois bien chaoteuse qui mène au village Taneka Koko. Alors là, nous sommes au village Taneka Koko. Nous allons pour la visite du village tout à l'heure, après les formalités. Nous serons accompagnés des guides locaux. Et quand nous serons dans le village, ils se chargeront des explications. Je ressortirai peut-être l'essentiel ou ce qu'il faut ressortir d'intéressant. Je l'appuierai dès que nous serons dans le village. Ok, alors c'est parti. Steph. Comment? Merci. Après avoir salué les responsables du village, nous partons escortés par notre guide local, Yaya Memako. C'est en ayant recours à ses services que notre groupe peut accéder au village et rencontrer la personnalité du lieu. Ici, c'est le chef féticheur du village. Quel est son rôle? Il a pour rôle, lorsqu'il y a des épidémies qui se déclenchent dans la localité, il est censé d'acheter des chiens, des poulets pour immoler au mal des ancêtres pour épargner le village du danger. Aussi, lorsqu'il y a diversité entre un couple, donc il fait appel à ce couple, il les réconcilie. Et sa situation se fait sous forme d'une dynastie, c'est de père en fils. Quand le père meurt, c'est l'aîné qui monte au trône. Donc il reste comme ça jusqu'à sa mort. Quel est encore son rôle dans le village? Nous avons aussi plusieurs sortes de fêtes. Les fêtes de tuerie de porc, les fêtes de tuerie de chien, les fêtes de tuerie de bœuf. Donc c'est lui qui donne le top de ces fêtes-là. Nous avons aussi les fêtes de la circoncision. Mais actuellement, l'excision est abolie. Donc c'est lui qui donne le top de ces différentes fêtes. Après une promenade au milieu des petites maisons rondes en banco, Stanislas, avec la permission du guide local, emmène nos voyageurs visiter un site sacré, perché sur une petite montagne qui surplombe le village Taneka. Alors je dis que c'est la grotte sacrée des Yom qui vivent dans le village Taneka. Alors à l'époque de l'invasion Bariba, c'est ici que la population venait se réfugier. Aujourd'hui, c'est resté une grotte sacrée. Là, c'est le fétiche mâle. Jusqu'à aujourd'hui, c'est demeuré une grotte sacrée. Et quand une femme ne conçoit pas dans le village, on l'amène ici et on immole un chien et des poulets à ce fétiche. Et on prépare et on mange ici. Il paraît que sur 10 cas, il y a 8 qui se réalisaient. Un peu de temps après, les femmes tombaient enceintes. La grotte a aussi des antichambres. Nous allons visiter l'antichambre qui est ici, à l'aide de la torche que vous voyez. À l'intérieur, c'est une réserve d'eau. Il y a l'eau qui sointe de la montagne et qui stagne dans l'antichambre là. Et c'était l'eau qui servait, qui abreuvait la population qui venait se réfugier dans la grotte. Le soleil n'est pas encore levé, mais nos voyageurs sont déjà sur la route en direction du parc national de la Pandjari.
Avec le parc W, ils forment une zone protégée qui s'étend du nord du Bénin au sud du Burkina Faso jusqu'au Niger. Le parc de la Pandjari est l'ancienne réserve de chasse coloniale du Bénin, classée en 1986 réserve de biosphère par l'UNESCO. L'entrée est payante, mais les déplacements à l'intérieur du parc sont libres. Je crois qu'on est à l'entrée du parc de la Pandjari, donc on va aller, on espère voir des animaux. Selon l'heure, c'est des espèces différentes. Donc là, il est vraiment très tôt, on s'est levé aux aurores. C'est un petit peu difficile encore. On a été réveillés à 5 heures pour petit déjeuner à 5h30 et partir dans le noir. Et on a vu la lumière se lever pendant la route. Une très jolie route, avec beaucoup de tôles ondulées, mais très africaine, c'était bien. Nous sommes déjà à l'intérieur du parc de la Pandjari, précisément à la mare Bali. Le parc a en tout une superficie de 275 000 hectares. Cette mare, qui est l'une des plus grandes du parc, abrite plusieurs espèces, d'abord dans la mare même, où nous avons des hippopotames, des crocodiles et aussi des poissons. Mais elle est reconnue pour une mare autour de laquelle viennent plusieurs espèces, ou presque toutes les espèces du parc. Les buffles que nous avons vus tout à l'heure déjà. Et voilà un lion qui est posé sur la berge, un peu plus loin. C'est à cause de la présence du lion que nous n'avons pas les autres espèces. Malgré ce lion qui rôde, nous assistons à l'arrivée d'un groupe de coqs de Fassa. Quelques femelles et leurs petits viennent s'abreuver attentifs au moindre bruit. Par chance, lors de notre passage, les lions de la Pandjari se sont laissés approcher. 2 lionnes s'éloignent tranquillement de la piste où nous évoluons. Lors d'une halte, nous profitons de la vue sur la rivière Pandjari qui donne son nom au parc. Eh bien, pour l'instant, on a vu des lions, des phacochères, et là, un petit peu à l'horizon, un peu loin, il y a quelques hippopotames. Je crois que l'intérêt du site, là, c'est le silence. Il y a 50 ans, on avait fait donc le parc de la Pandjari à quatre bonnes femmes dans une 4L. Et en fait, on ne savait pas très bien où on allait, donc on a vu beaucoup moins d'animaux. Et puis, on était en début de saison humide, on a été arrêté par un pont qui avait été emporté par une tornade. Donc, on n'a pas fait tout à fait ce qu'on voulait, mais c'est un souvenir d'aventure de nos 20 ans. Absolument. Mais on avait vu beaucoup moins d'animaux, ça c'est sûr. Alors que là, ça valait le coup de revenir, hein, Marie ? Ah, ça c'est sûr. Aucun regret. Au petit jour, avant de quitter la réserve de la Pandjari, le groupe profite encore de ce début de matinée pour parcourir une dernière fois les pistes du parc. Et au détour d'un chemin, nous faisons notre plus belle rencontre, un troupeau d'éléphants. Plusieurs femelles accompagnées de petits. Tandis qu'elles rebroussent prudemment chemin, un mâle imperturbable finit son petit déjeuner. Et pour se remettre de ses émotions, quoi de mieux qu'une petite baignade? Nous sommes aux chutes de Tanagou, peu après la sortie du parc national de la Pandjari. L'eau est à 23 degrés. Mais lorsqu'il fait plus de 30 degrés à l'ombre, pas facile de se mouiller.
Un plaisir. Célèbre pour ses chutes d'eau d'une vingtaine de mètres, ce site de Tanagu est un havre de paix. Le groupe repart après ce petit moment de détente au bord de l'eau pour se rendre dans un village où vivent les Beta-Maribé, une des nombreuses ethnies du Bénin. Nous allons y visiter un Tata-Somba, leur habitation traditionnelle. Alors, à l'école où je suis allée la dernière fois, tous les enfants, alors le maître dit quelque chose, et tous les enfants répètent, et après ils viennent au tableau pour répéter tout seuls ce qu'on leur a fait dire juste la fois précédente. Et après, tout le monde parle en même temps. C'est très rigolo, mais ils sont sages comme des images à l'école. Sauf quand on leur donne l'autorisation de s'exprimer. Alors là, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Bon, c'est rigolo, ça c'est bien. Qui veut essayer? Tu sais lire tout ce qui est là? Vas-y. Vas-y, tu le lis? Allez. Regarde la copie là. Tu sais lire ça? Vas-y. Alors vas-y. Alors, la ferme. Copie. La ferme de mon oncle est située loin de la ville de Kandi, dans un village où la population est Bariba. Très bien, très bien. Très bien. Tu t'appelles comment? Yonoé Didier. Yonoé Didier. Yonoé Didier. Alphonse nous invite dans son tata. Construite en banco et surmontée de chambres aménagées sur des terrasses, cette habitation abrite toute une famille. À la suite d'Alphonse, nous montons un par un sur le toit du tata. Et on prend l'équilibre. Après la cuisine, tout le monde peut se mettre à manger ici et prendre de l'air avant d'aller se coucher. Donc, tel que je le disais, s'il n'y a pas l'harmattan ou la pluie, la cuisine peut se faire ici. Et au moment de la chaleur, tout le monde prend de l'air ici, sur la terrasse. Donc ici, c'est la chambre à coucher pour les femmes. Par exemple, tu es avec tes enfants. Le plus premier, si c'est un garçon, s'il a l'âge de se marier, il demande la permission de se construire. Tu prends l'arc avec une flèche, tu restes au milieu de la maison, tu flèches. Là où la flèche va aller tomber, c'est là où il doit construire sa maison. Alors la petite rétribution, c'est pour le savoir, c'est-à-dire que ces gens nous amènent des explications auxquelles on n'a pas accès si on ne vient pas les rencontrer. Donc ça se vaut. Ça se vaut même peut-être pas assez, mais enfin bon, ça se vaut. Au Bénin, la pauvreté est omniprésente. Les pourboires aux guides et aux accompagnateurs sont aussi un moyen d'aider les populations locales, dans un pays où les enfants doivent souvent travailler avant d'avoir eu 10 ans. J'ai dit 1, plus 5, moins 2. 4. Ok, allez. Une autre personne. 4 fois 3, qui répond? Je le laisse faire. Tu veux répondre? 4 fois 3. 12. Bravo. Il reste une bouteille. Oui, c'est très important l'éducation parce que avec l'éducation, l'enfant peut communiquer avec le monde. C'est pour ça qu'il est important de former les enfants. Il peut s'épanouir. L'éducation permet à l'homme de s'épanouir. Et chaque fois que nous sommes de passage dans les écoles, quand on rencontre les enfants comme ça, au lieu de leur distribuer des cadeaux, moi je préfère qu'on leur fasse des opérations, des trucs, pour leur montrer d'abord que le bien ne s'obtient pas gratuitement, mais il faut travailler avant d'obtenir, avant de prospérer. Ça ne tombe pas du ciel. Avec cette même volonté, nos touristes ont choisi le tourisme équitable et solidaire.
Grâce à leur contribution, c'est la protection de l'enfance maltraitée que notre groupe a décidé de soutenir. Leur agence de voyage fait don d'une partie des sommes versées par les voyageurs à l'Association des Messagers de la Paix de Cotonou, qui gère un centre d'accueil pour jeunes enfants maltraités. Tandis que nos voyageurs continuent leur visite, nous sommes autorisés à filmer le centre. Le centre de joie infantile est créé au Bénin depuis septembre 2002. L'objectif du centre est d'accueillir des enfants en situation difficile, de les protéger et de les réinsérer, de trouver une famille pour ces enfants. Le centre accueille des enfants victimes de violences, de maltraitance et aussi des enfants abandonnés. La plupart des enfants que nous accueillons ne savent ni lire ni écrire. Donc c'est ici que nous faisons l'effort pour que ces enfants puissent bénéficier d'activités d'éveil. Et l'activité qui se fait présentement est l'une des activités d'éveil que les enfants font ici. C'est le coloriage, le dessin. Le centre de joie infantile reçoit aussi des jeux et du matériel de puériculture par l'association espagnole Crecer Jugando, grandir en jouant. Les enfants ont donc une salle de jeu bien remplie. Nous avons par exemple la toute petite qui est là, qui est une enfant dont la maman un peu un débile mental. L'enfant est violenté, vous allez voir au niveau de sa tête, et c'est la police qui l'a ramassé et l'a amené pour qu'on protège cet enfant-là. Présentement, nous sommes en train de faire des recherches pour trouver d'autres membres de la famille de la mère. La mère ne pouvant pas sécuriser cet enfant, si on le laissait, on risque de perdre la petite. Donc voilà comment cet enfant-là est arrivé dans notre centre. Accompagnés par une équipe formée et compétente, les enfants sont actuellement une trentaine. Ils sont entourés par une éducatrice spécialisée et le responsable d'encadrement. Ils sont suivis régulièrement par un pédiatre qui consulte sur place. Tout a été pensé autour de la sécurité et du bien-être des enfants. Ok, ici c'est un dortoir. C'est un petit dortoir. De l'autre côté, nous avons le grand dortoir. Ici, une dizaine d'enfants peuvent dormir à ce niveau. Nous avons pour nos dortoirs ici, nous n'utilisons pas les lits. Les lits pour installer les enfants, non. Nous optons pour les nattes. Nous avons des nattes en nylon qu'on peut laver facilement. Lorsque les enfants vont faire pipi, ça peut être lavé et réutilisé. Nous utilisons aussi les matelas lavables. Alors, l'intérêt de cela, c'est que lorsque le jour naît, on enlève tous ces effets-là et ça nous facilite le nettoyage du sol. Ça facilite, on peut nettoyer correctement le carreau, enlever toutes les odeurs de pipi et autres. Et par ailleurs, nous avons ces fils que nous voyons ici. Ça sert à maintenir le soir les moustiquaires. Les moustiquaires, nous sommes en zone endémique de paludisme et nous utilisons les moustiquaires pour protéger les enfants la nuit. Les enfants recueillis dans le centre sont bien souvent abandonnés par leur famille ou envoyés en ville pour travailler, comme en témoigne Romaric. On m'a donné un travail, mon papa m'a donné un travail et je suis parti faire ça. Quand je suis parti faire ça, il était midi, je suis venu. Et quand je suis venu, j'ai pu vu mon papa. Et il y avait un grand frère qui a vu qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas. Tout le monde m'a refusé, on m'a donné. Il m'a acheté, il a bu, j'ai bu. Quand j'ai bu, il m'a amené chez les policiers. Et les policiers m'ont demandé pourquoi je suis venu. Et ils ont dit qu'on m'a amené dans une centre avant de venir. On m'a amené à terre des hommes. Et à terre des hommes, je suis resté là. Et après, je suis venu ici.
Grâce au travail des collaborateurs de M. Kuduro, à l'Association des messagers de la paix et ses donateurs espagnols, ainsi que la contribution de nos voyageurs, les enfants du Centre de joie infantile de Cotonou pansent leurs blessures et grandissent à l'abri. Alors que nous approchons du temps fort du voyage, le retour à Abomey, Stanislas propose à ceux qui le souhaitent d'assister à des offrandes faites à Dankoli, le plus célèbre fétiche du Bénin. Âme sensible, s'abstenir. Ici, c'est le fétiche le plus puissant du centre du Bénin. On l'appelle Dankoli. C'est un grand lieu de pèlerinage pour les animistes qui viennent ici pour demander du bonheur. Les femmes qui n'ont pas pu concevoir viennent ici pour demander la fécondité. Et on le considère comme le fétiche le plus puissant parce que très souvent les vœux sont réalisés. Et comme vous voyez, on lui fait des offrandes d'animaux. C'est seulement le sang que lui, il boit, il reçoit le sang. Après, les offrandes d'huile rouge ou de l'alcool local appelé sodabi. C'est ça qu'ils sont en train d'offrir comme ça. On peut passer de l'autre côté. C'est pourquoi vous voyez que le fétiche se présente sous forme de deux tas, le mâle et la femelle. Alors on offre les offrandes des deux parts pour demander ce qu'on veut. Et vous voyez les tiges implantées dedans. Quand tu finis de demander un vœu, tu implantes une tige. Tu implantes du moins une tige. Après, quand le vœu est réalisé, tu dois revenir donner une offrande. Ce que tu as promis, tu dois revenir donner. Et après l'avoir donné, tu arraches la tige que tu as enfoncée dedans. Garde à toi, si le vœu se réalise et que tu ne reviennes pas donner l'offrande, tu auras encore un contre-sort. Nous quittons maintenant les petits villages du Nord en direction d'Abomey, ancienne ville de pouvoir d'où le puissant roi du Dahomey dirigeait le pays avant la colonisation. Je suis une inconditionnelle de l'Afrique, donc pour moi c'est un plaisir de revenir ici. Tout le monde est adorable, on ne peut pas dire, on a toujours été reçus d'une façon hyper agréable. Le train, ça a été quelque chose de phénoménal, malgré la poussière, la poussière et les tremblements. Mais c'était quelque chose d'inoubliable. Et bon, il reste encore quelques jours, autant en profiter. Il y a des gens qui ont un seuil de pauvreté dans le Nord qui détonne. Hein. On repart à 50 ans en arrière parce que, bon, il y a 50 ans, on était dans ce système-là. Les petits papiers plastiques noirs en plus. Mais bon, voilà, c'est toujours la même gentillesse, enfin le même truc. Un grand plaisir de traverser la Pendjari, le parc. C'est un grand plaisir, une chance inouïe d'avoir rencontré tout ce qu'on a pu rencontrer. Maintenant, on est arrivé à Abomey. C'est un lieu de recueillement pour nous. Nous avons rendez-vous avec les sœurs chez qui nous avons habité, qui ne sont plus la même congrégation, mais je me suis présentée. Elles ont cru que j'étais bonne sœur, elles m'ont appelée ma sœur tout le temps, mais c'est pas grave. Elles nous attendent donc pour qu'on revoie le lieu où on était. Et on voudrait aussi voir les sœurs qui habitent en face, parce que, bon, on les voyait souvent, on avait nos classes dans leur congrégation à eux. Donc ça, on voudrait les rencontrer aussi. Elles dirigent un orphelinat et les sœurs où on habitait continuent à diriger une école primaire. Revoir les lieux où on a passé une année, mais vraiment une année de rêve. Alors, y retourner, c'est merveilleux. Mais avant de revoir les lieux où elles ont fêté leurs 20 ans, nos voyageuses accompagnées de leurs amis ont l'honneur d'avoir une audience auprès du roi Béanzin, actuel souverain d'Abomey. Après le cérémonial d'usage, les invités du roi s'installent devant le souverain. L'usage voulant que les hommes s'installent à sa droite et les femmes à sa gauche.
Il a toutefois proposé à ces dames les fauteuils de droite si elles le souhaitaient. Après les présentations, le roi Béhanzin nous explique sa place au sein de la société béninoise actuelle. Le rôle officiel, c'est de pérenniser la tradition, les pratiques ancestrales dans le royaume d'Abomey, d'aider au calme, à la tranquillité et de participer à toutes les formes de justice pour que la paix règne non seulement dans la commune, mais dans le royaume. Vous savez que ce n'est pas seulement la commune que le roi dirige. Ça peut être plusieurs communes, ça peut être une commune, mais ça dépend de l'étendue du royaume. Fiers représentants de leur commune de Cerny, dont ils sont conseillers municipaux, Monette et Jacques offrent au roi le blason de la ville. Et donc pour le vin, une bouteille de Bordeaux. La saveur bordelaise qui ne s'use ni avec le temps, ni avec les chaos des routes. Écoutez, j'espère que vous aurez l'occasion de nous le dire s'il était à votre goût. Voilà. Je n'ai pas été spécialement impressionnée. Je l'ai trouvé très intéressant. Un homme vraiment... un homme cultivé. Ouais. Il est très fier de son amitié avec la France. Oui, non, mais c'est très bien. Enfin, moi, je trouve il a toujours mis en avant cette amitié avec, il est très simple en avec plus. la France. Il est très simple. C'est très... Avec des bonnes idées quand même. Hein. Oui. Et des bonnes intentions. Oui. Je trouve ça bien. Donc c'était une visite intéressante. C'est-à-dire un vieux sage moderne. Voilà. Et dommage qu'il n'y en ait pas plus comme ça dans les autres territoires africains. Parce non que, abus de sa personne. Hein. Parce que... Enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Oh, pas trop trop. Oh non, pas trop trop. Parce que manifestement, c'est un élément d'équilibre entre les différentes communautés. Après cette rencontre au sommet, Monette et Marie-Françoise se préparent à retrouver l'école dans laquelle elles ont été enseignantes bénévoles il y a 50 ans. Elles ont rendez-vous pour visiter les locaux où elles ont enseigné et vécu. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ici c'est la sœur Françoise Adipéton. Bonjour sœur Françoise. Nous avions aussi une sœur Françoise il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on avait aussi une sœur Françoise. Bon, on ira saluer les enfants. D'accord. Merci. Une surprise les attend. Je vais inviter respectueusement le porte-parole des enfants pour vous dire son mot. Que pouvaient être les sentiments d'un héritier à la retrouvaille de son géniteur, encore moins sa femelle? Sourire, joie, émotion, émulation et que sais-je encore. Chers hôtes, soyez les bienvenus dans notre école, votre école. La solennité à laquelle nous prenons part ce jour, mesdames, est celle qui honore l'humanité. Célébrer la mémoire des grands hommes, des hommes et femmes utiles qui ont travaillé à édifier hier la grandeur et la prospérité de la congrégation des Sœurs de l'éducation chrétienne et celle de Saint-Augustin d'aujourd'hui au profit de milliers de l'éducation de milliers d'enfants est un acte de reconnaissance et de légitime orgueil. C'est plein de ces idées que nous vous dédions notre satisfecit et qualifions votre retour dans cette école d'un acte salutaire. Notre école est alors fière de vous revoir. Soyez-en bénis. Chers amis, je vous demande de vous joindre à moi pour dire un sincère merci à nos hôtes par un banc aboméen.
Un bon porte-novien. Un bon chinois. Je vous remercie. Merci mon petit bonhomme. Je suis très émue, très contente. C'est cette dame qui était là il y a 50 ans. Avec Marie. cette dame-là. Voilà. Nous étions là toutes les deux il y a 50 ans. On était les plus très oui, moi aussi. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On retrouve l'avant en mieux peut-être. Ce que je leur disais, plus de discipline semble-t-il. Après ce touchant hommage, les sœurs les conduisent vers les lieux où elles vécurent en tant que jeunes enseignantes volontaires. Je vois les lits en surface là. Ah non, bon, elle nous emmène par ici d'abord. Elle nous emmène dans nos chambres. Ça, c'était la salle de douche où tu m'as appris à prendre une douche à l'africaine. Alors, est-ce que c'est toujours le seau d'eau? Non, ça n'est plus le seau d'eau. Ça n'est plus le seau d'eau. Parce qu'il fallait savoir le faire. Hein. On tirait sur une ficelle, ça ouvrait le fond du seau qui nous tombait sur la tête. Il y a toujours une ficelle. Hein. C'était ma chambre. Il y avait un seul lit. C'était ma chambre. Qui est-ce qui a mon appareil? Ah oui. Je me le prête aussi. T'as déjà pris un peu Marie et moi ou pas? Non. On va s'y mettre après toutes les deux. Oui. Pose-toi ma belle que je prenne ma chambre. Moi, je n'étais pas enseignant ici, hein, puisqu'il y a 50 ans, j'étais encore en âge scolaire. Mais j'ai appris à lire en Centrafrique. J'étais le seul blanc dans une école pleine de petits enfants noirs comme ceux qu'on a vus. Effectivement, j'étais sûrement aussi ému qu'elle. Alors on voudrait aller voir. J'ai écrasé plusieurs larmes, discrètement, plus ou moins discrètement. Voilà. Au fur et à mesure de la visite, les souvenirs se bousculent. C'était le dortoir et je ne sais plus combien d'élèves ont logé parce qu'on avait une quatre-vingtaine. On avait à peu près contre les murs des lits à 3 étages. Donc là des lits à 3 étages, là des lits à 3 étages, au milieu quelques lits et là une rangée de lits à 2 étages, je pense aussi. Ah oui, c'était d'ailleurs très amusant de les voir monter. Le soir, de temps en temps, on les voit monter leurs étages. Donc on avait vraiment beaucoup de pensionnaires. Il y avait tellement la vie dans ce machin-là. Ah oui. Là, ça y allait, hein. Les histoires, les musiques, le chant. C'était une vie incroyable. Hein. C'était nos petites. Monette et Marie-Françoise, ainsi que les autres membres du groupe, ont décidé de ne pas venir les mains vides. Pour votre école. Oh, c'est très gentil. C'est de la part de tout le monde. Ah, on savait que ça, au téléphone, j'avais demandé à la sœur que j'avais eu au téléphone si ça faisait plaisir. Elle a dit oui, attendez, il y en a encore, le sac est pas rempli. Voilà. C'est très important de faire quelque chose parce que, bon, nous, on a donné, il y a 50 ans, on a donné de nous-mêmes, on a reçu énormément aussi. Et bon, moi, j'attache énormément d'importance à l'éducation des enfants. Donc, moi, personnellement, je voulais donner ici de quoi les faire travailler convenablement. Je m'étais quand même assurée par téléphone de France avant pour savoir si vraiment c'était ça dont ils avaient besoin. Et la sœur que j'ai eue a été enthousiaste. Oh oui, apporter des crayons billes. Donc voilà, j'ai apporté une montagne de crayons billes. J'ai fait signe à tous les amis en leur disant si vous voulez en apporter, apportez-en. J'ai eu du mal à rentrer, je vais avoir du mal à sortir. Mais bon, en plus, ça c'est moi. Hein. Moi, j'ai des flots d'émotions, là, comme ça, qui vont et viennent. Hein. Ah. C'est dur, hein.
Après l'appréhension du retour, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, de quitter ce lieu riche de souvenirs heureux d'il y a 50 ans. Voilà le point d'orgue du séjour, ce pourquoi Monette et Marie-Françoise, accompagnées des autres membres du petit groupe, ont fait ce voyage, pour retrouver ce pays où elles ont eu 20 ans. Après cet aller-retour à travers le Bénin et la traversée des campagnes et de ses petits villages, l'effervescence de Cotonou contraste avec ses grandes avenues, ses immeubles et ses taxis-motos. Pour moi, ça a été un voyage merveilleux parce que ça a été la découverte du Bénin. La gentillesse des gens qui m'a surtout beaucoup marquée. Et puis tout ce voyage en train qui a été mémorable, puisque la découverte de certains villages qu'on n'aurait pas pu faire autrement, ces enfants qui nous couraient derrière avec une spontanéité géniale, enfin, c'est surtout l'accueil des gens et cette gentillesse permanente qu'il y a de la part de la population béninoise quand ils nous voient. Bon, et ben moi ce voyage, j'en suis absolument enchantée. Et au retour à Abomey, alors là, ça a été le coup de cœur. J'avais un tout petit peu peur en me disant, on m'avait dit Abomey est devenue une grande ville. Bah oui, c'est peut-être une grande ville, mais c'est la même tout de même. Et l'école qu'on a retrouvée, là, ça a été merveilleux. Déjà de retrouver les lieux. Et quand on a ouvert la porte et que j'ai vu tous les petits étaient rangés dans la cour, j'en ai eu des frissons. Je me dis, c'est pas possible. C'est comme il y a 50 ans. Là, j'y étais vraiment très, très émue. Très émue. Moi, je suis ravie, enchantée d'avoir fait ce voyage que j'avais envie de faire depuis 50 ans. Ça, c'est une évidence. Et voilà, tout à l'heure, je me disais, je peux mourir en paix. J'ai fait ce que je voulais faire. Ainsi s'achève ce beau voyage. Retour pour les unes, découverte pour les autres. Le Bénin est un pays paisible où les peuples se côtoient et les religions s'entremêlent. Le Bénin attend d'être véritablement découvert. L'accueil chaleureux envers les visiteurs, même de la part des populations les plus démunies, et le sourire de leurs enfants font du voyage en cette terre d'histoire et de croyances ancestrales un bonheur qu'il faut partager. Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Go,